Vous êtes encore là, c'est magnifique. Ben, bienvenue. Maintenant, nous allons faire, donc c'est la troisième capsule vidéo qui sera dédiée ici plutôt à la fiabilité et à la pertinence d'un document, donc qui sont les dernières étapes de votre travail. Alors, je vous demande à nouveau de prendre vos fiches outils et on va regarder ensemble maintenant la fiche outil numéro 17, déterminer la pertinence d'un document. Alors, on prend ceci devant soi. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures, mettez votre casque, branchez le son à fond, ça va commencer. Alors, déterminer la pertinence d'un document. Pour réaliser un travail, comme je vous l'ai déjà dit, on va chaque fois avoir un sujet. D'accord? Une certaine problématique. Chaque problématique a un sujet, elle est ancrée dans un certain sujet. Ce sujet il est lié à un certain lieu, à un certain espace, pour délimiter, et à une certaine temporalité, c'est-à-dire à une certaine époque, une certaine période. Dans notre cas, on l'avait déjà dit, le sujet c'était l'origine du coronavirus. Le lieu, c'était la Chine, donc on a bien vu, on a vu ça lorsqu'on a analysé des cartes, que l'origine géographique du coronavirus, c'était la Chine, et plus précisément la ville de Wuhan en Chine. Et enfin l'époque ou la période concernée, ici on avait délimité que la période comprise pour le début du coronavirus, c'était fin 2019, début 2020. Donc ça c'est pour notre problématique. Ce sont les trois éléments qu'on va devoir regarder pour déterminer notre problématique. Alors, ici vous avez un exemple. Voilà, une fois que ces trois éléments ils sont bien définis, on va simplement parcourir l'ensemble des documents et essayer de repérer les différentes informations qu'on peut trouver dans ces documents. Et donc pour chacun d'entre eux, déterminer le sujet, donc son sujet, donc de quoi parle mon document, sa période et son lieu. Et ensuite on va simplement regarder si ces trois informations en fait correspondent au sujet, à la période et au lieu prédéterminé. D'accord? Pour cela, c'est toujours important en fait de repérer le titre. Il renseigne généralement pas mal sur pas mal d'informations. S'il n'y a pas de titre, il suffit alors simplement de parcourir le document, donc simplement en fait, de lire dans les grandes lignes, normalement ça suffit. Et je vous conseille, et vous l'avez normalement déjà fait en français, mais d'analyser vraiment en détail votre texte pour trouver l'information. Et donc en fait, voilà, simplement vous avez ici un petit tableau qui va vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On a délimité trois critères, 1, 2, 3. Donc je répète, Chine, origine du coronavirus, fin décembre 2019, début janvier 2020. On va essayer de trouver, pareil, les mêmes types d'informations dans nos trois documents. On va trouver le sujet, le lieu et la temporalité. Si ces trois éléments correspondent, si on a bien un texte qui nous parle de la Chine, fin 2019, début 2020, et de l'origine du coronavirus, il sera jugé comme pertinent, c'est-à-dire qu'il répond bel et bien à la problématique qu'on a délimitée à la base. Ici par exemple vous avez un exemple de tableau où le sujet c'est l'habitat traditionnel, la période c'est de 1000 à 1500, le lieu c'est l'Amérique du Nord, et donc voilà, et chaque fois on ne peut pas déterminer si les documents qu'on a sont pertinents. Vous pouvez par exemple réaliser ce type de tableau dans votre cours en changeant bien sûr le sujet, la période et le lieu qui ne sont pas liés. Donc pour chaque document on va voir s'il correspond aux trois sujets, aux trois catégories. Et effectivement, ici on voit que le document 1 il correspond aux trois catégories, du coup il sera pertinent. C'est-à-dire qu'il parle du bon sujet, de la bonne période, dans le bon lieu, il est pertinent. S'il suffit donc qu'il n'y ait qu'un seul élément qui ne corresponde pas, par exemple ici on voit pour le document 2 que la période ne correspond pas, eh bien un seul élément suffit pour exclure automatiquement le document, il ne sera pas pertinent. D'accord? Comme je l'ai dit ici, les documents pertinents, ceux qui sont appropriés pour votre recherche et que tu vas donc exploiter, seront ceux qui traitent à la fois du bon sujet, de la bonne période et du bon lieu. Les autres, on ne les utilise pas, tout simplement. Ça va pour la pertinence, donc il s'agit simplement d'un document qui va être pertinent, qui va parler du bon sujet au bon endroit, au bon moment. D'accord? Il suffit que ça ne parle pas de quelque chose dans ce style-là et ce ne sera pas bon, ce ne sera pas retenu. Ensuite, quand ceci est établi, accrochez-vous d'autant plus, on va essayer de déterminer la fiabilité d'un document. Pour les documents pertinents, donc les documents utiles, on va déterminer la fiabilité d'un document. D'accord? Alors qu'est-ce que la fiabilité? C'est un mot que vous avez certainement déjà entendu. On parle souvent de ça par rapport à des personnes, telle personne est fiable, pas fiable. Quelque chose de fiable, simplement, c'est quelque chose dans lequel on peut avoir confiance. Donc un document fiable, c'est un document dans lequel on peut avoir confiance, dont les informations seront, en tout cas on pense, on espère, vraies. On peut le croire. Comment est-ce qu'on va déterminer en fait la fiabilité d'un document? Plusieurs informations déjà. On va s'intéresser au document lui-même et
là on va regarder plusieurs questions. On va se poser la question sur le document, pourquoi à votre avis le document a-t-il été réalisé? Bêtement, ça va nous donner pas mal d'informations pour savoir si le document sera fiable ou non. C'est-à-dire que si un document a été réalisé dans l'optique d'informer, par exemple, si c'est un article de journal, dans l'optique d'informer, de rendre compte précisément des événements, que vous voyez que c'est bien écrit, etc., ce sera plutôt fiable. A l'inverse, si c'est un document dont le but principal, ce ne sera pas spécialement d'informer, mais de faire rigoler les gens, donc par exemple une caricature, un sketch, etc., ce sera déjà moins fiable. Donc l'intention qui est mise dans la production du document doit déjà vous indiquer si c'est quelque chose de sérieux et fiable ou non. Ensuite, on va également, par rapport au document, s'interroger sur la forme et le fond du document. Qu'est-ce que la forme, qu'est-ce que le fond? La forme, ce sera la manière dont le document est présenté, que le document est écrit. Ou dans le document, c'est une peinture, a été peint ou dessiné, c'est un dessin. C'est ça la forme, c'est l'aspect général du document. D'accord? Et le fond, qu'est-ce que ça va être? Le fond, eh bien, ça va être les choses qui sont précisées, les informations précises qui sont dans ce document. Donc par exemple dans le cas d'un texte, la forme ce sera la manière dont le texte a été rédigé. Ça va être de voir s'il y a des fautes d'orthographe ou non, etc. Donc ce sera plutôt fiable si vous avez un texte bien écrit, bien propre, sans faute d'orthographe. Mais c'est pas pour autant que ce sera spécialement fiable. Parce qu'il faut ensuite s'attarder au fond, c'est-à-dire à qu'est-ce qu'on nous dit précisément dans ce texte. Ça c'est quelque chose de très important à vérifier. Est-ce qu'on nous dit des choses qui paraissent complètement irréalistes? Est-ce qu'on nous raconte des histoires avec des montres fantaisistes? Ou alors, est-ce que l'information paraît plausible? Est-ce qu'on se dit qu'on peut croire cette information? Donc, on va vraiment bien s'attarder sur la forme, donc l'aspect général, et sur le fond, les informations précises dans le document. D'accord? Ensuite, ça ne suffit pas. Donc ensuite, on va s'attarder à l'auteur. Donc vous pouvez avoir un texte qui est pertinent, qui parle du bon sujet, qui parle du bon lieu, qui parle de la bonne période, dont la forme et le fond sont super, dont l'intention est mise sont géniales. Donc c'est effectivement par exemple un texte qui a le but d'informer, etc., qui est super bien écrit, sans faute d'orthographe. Les informations dedans, elles sont hyper intéressantes, ça vous paraît super plausible, vous dites, franchement ce qu'il dit, c'est vraiment possible, il y a moyen que ce soit ça. Et ben ça suffit pas, il faut encore s'interroger sur qui a écrit ce document, donc sur l'auteur. Pour l'auteur, pareil, on va se poser plusieurs questions. Première question, on va se dire d'où viennent ces informations? Comment est-ce qu'il a été mis au courant de ça? Comment est-ce qu'il le sait? Et là, typiquement, on va se poser la première question, est-ce que l'auteur, il a vécu au moment des faits qu'il décrit? C'est-à-dire, est-ce qu'il est ce qu'on appelle contemporain? Donc, par exemple, si un auteur vous décrit, pour reprendre l'exemple que j'avais pris précédemment de la colonisation, si un auteur vous décrit des événements de la colonisation au 19e siècle, on va se demander est-ce que l'auteur a vécu durant les faits? Est-ce que c'est quelqu'un qui a bel et bien vécu au 19e siècle? Ou est-ce qu'il a vécu après? Là, ça va donner des informations sur la fiabilité. Si l'auteur a bel et bien vécu au moment des faits, c'est pas non plus suffisant. Il faut aussi se dire, est-ce qu'il a été témoin direct des choses? Est-ce qu'il a vu les choses? Est-ce qu'il est en train de décrire? Donc, pour reprendre l'exemple de la colonisation, on peut avoir une personne qui a vécu au 19e siècle, donc, disons en 1830, en 1870 plutôt, qui a donc vécu durant la colonisation, mais qui n'a jamais été de sa vie en Afrique ou en Indochine par exemple. Et donc il va nous parler de la colonisation africaine, mais lui-même n'a jamais été en Afrique. Donc il serait contemporain des faits, c'est-à-dire qu'il a vécu au même moment, mais c'est pas pour autant qu'il a été témoin des faits. Donc ça aussi. Donc si quelqu'un est contemporain et témoin, on aura plus tendance à le croire que quelqu'un qui n'est pas contemporain, qui n'a pas vécu au même moment, et qui n'est pas témoin, qui n'a pas vu de ses propres yeux les événements qu'il décrit. Ensuite, par rapport donc aux informations, après ça, on va se demander également qui est l'auteur. Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est un scientifique? Est-ce que c'est un historien? Est-ce que c'est un géographe? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pro? Ça pourrait être par exemple un sportif de haut niveau qui se mettrait à écrire un texte en histoire. On pourrait dire que c'est peut-être pas extrêmement fiable dans le sens où un sportif de haut niveau n'est pas censé en tout cas être extrêmement calé en histoire. C'est pas son terrain de prédilection. Par contre, s'il écrit un article sur le football par exemple, on aurait plus tendance à croire un sportif de haut niveau qu'un historien. Vous voyez la différence? Donc c'est vraiment ça, la question de l'expertise. Est-ce que la personne est calée? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Est-ce qu'elle est apte à en parler? Donc voilà, c'est ça que nous avons ici, un auteur qui émet un avis d'expert, un travail postérieur le plus souvent, un travail de recherche, etc. Est-ce que c'est un article vraiment scientifique ou pas?
Et ce qui ne sera pas fiable, c'est un auteur qui aurait par exemple des croyances opposées ou des origines sociales différentes de quelqu'un, qui a tendance à forcer le trait pour convaincre, comme par exemple effectivement si c'est quelqu'un qui est ouvertement par exemple raciste, qui vous écrit un article sur la culture africaine, on aurait tendance à ne pas le croire parce que peut-être cette personne a un intérêt à ne pas dire la vérité. Remarque, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, c'est-à-dire qu'un auteur, même le plus objectif, a toujours une intention derrière ce qu'il écrit. Donc même moi, en tant que professeur, n'importe quel professeur, on essaye toujours d'être le plus objectif possible, mais il y a toujours une certaine intention, des fois inconsciente, qui est mise derrière ce qu'on raconte et ce qu'on écrit. Donc attention à pas non plus croire tout ce que tout le monde vous dit. Et puis voilà, j'ai également oublié de préciser par rapport à l'auteur. Souvent un auteur, par exemple, travaille pour une entreprise plus grande. Donc, ceci aussi, c'est important de regarder. Si par exemple un auteur travaille pour un journal ou un magazine, eh ben, est-ce qu'il s'agit d'un journal ou un magazine sérieux, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un journal humoristique? Vous savez, peut-être ça existe, hein, notamment sur internet, on a Logographie, qui est un journal qui publie des articles, mais qui sont chaque fois complètement faux, qui sont humoristiques. Donc, voilà, ça aussi c'est intéressant de regarder. Est-ce que le journal dans lequel l'auteur écrit, par exemple, est un journal sérieux ou non? C'est quelque chose qui généralement est réputé, donc on peut croire les sources, c'est quelque chose qui est simplement fiable. Voilà, c'est tout pour la pertinence et la fiabilité des documents. Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Bon travail!